Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. En République démocratique du Congo, la jeunesse kabyliste se dit prête à défendre la Constitution. En cause, les ordonnances du chef de l'État portant nomination de 2 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation. Le mouvement dénonce ce qu'il qualifie de violation de la Constitution par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La création d'un poste de vice-président approuvé lors du 2e forum inclusif tchadien qui s'est achevé ce dimanche 1er novembre. On note également dont les nouvelles réformes avalisées le rétablissement du Sénat et de la Cour des comptes. Et puis la 24e édition du Festival des écrans noirs a finalement ouvert ce dimanche 1er novembre à Yaoundé au Cameroun. L'édition 2020 s'étalera sur 10 jours dans le respect des mesures barrières liées au coronavirus. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall a procédé à un remaniement ministériel ce dimanche 1er novembre. Selon l'exécutif, il s'agit d'un gouvernement élargi d'union nationale composé de 33 ministres et 4 ministres d'État. Le poste de Premier ministre a été supprimé il y a quelques mois. Parmi les nouveaux entrants figure notamment l'avocate et parlementaire Aïssata Tall Sall qui prend le portefeuille des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Oumar Sambaba s'est vu attribuer le poste de ministre d'État à secrétaire général de la présidence de la République et Antoine Félix Diome a été nommé ministre de l'Intérieur. Parallèlement à la formation du gouvernement, le président Macky Sall a signé un décret nommant un nouveau président du Conseil économique, social et environnemental en la personne d'Idrissa Seck, leader du parti Remi, arrivé 2e lors des dernières présidentielles. Dans le même élan, Oumar Sarr, poids lourd du parti démocratique sénégalais, est nommé ministre des Mines et de la Géologie. En République démocratique du Congo, le mouvement des jeunes kabylistes lance la campagne « Ne viole pas ma constitution ». Une réponse à certaines ordonnances signées récemment par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qualifiées par la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila de violation de la Constitution. Les précisions avec Corinne Kamse. Ne viole pas ma constitution, c'est la campagne lancée par les jeunes kabylistes, une composante du Front commun pour le Congo. Par cette campagne, ces jeunes voudraient ainsi dénoncer certaines ordonnances illégales, selon eux, signées par le président de la République Félix Tshisekedi. Ils ont organisé ce jeudi 29 octobre une conférence sur la constitution du pays. Je suis venu à l'invitation des amis de la jeunesse kabyliste qui ont rejoint ces paradigmes de la sacralité de la Constitution comme c'est écrit, et nous voulions partager avec lui, finalement, avec eux, comment s'articule cette sacralité en définissant ce que c'est une constitution, en donnant les contenus d'une constitution. Les jeunes kabylistes aimeraient par cette campagne « Ne viole pas ma constitution » interpeller le président de la République d'une part, mais aussi lancer des actions de terrain sur base de l'article 64 de la loi fondamentale et à droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Parce que ce que nous faisons, c'est déjà l'application de l'article 64 de la Constitution, parce que, comme vous le savez, nous le disons haut et fort, que le chef de l'État, à travers des décisions qu'il venait de prendre, a intentionnellement violé la Constitution. Raison pour laquelle nous l'appelons en bon sens. Dieu merci, il a pris une bonne résolution de concilier la population, mais que la décision soit, ou les décisions qui seront prises, soient conformes à la Constitution. Dans ces contextes qui, pour beaucoup, conduiraient à la rupture entre les partenaires de la coalition au pouvoir, Joseph Kabila, ex-chef de l'État, voudrait se rassurer du soutien de ses députés et sénateurs. Au cours d'une rencontre ce vendredi 29 octobre à Kingakati, les sénateurs et députés du FCC ont renouvelé loyauté à leur autorité morale.
Depuis près de 5 ans, le Burkina Faso est pris dans un tourbillon de violences attribuées à différents groupes armés djihadistes. Les attaques sont devenues particulièrement violentes dans le nord et l'est du pays. L'insécurité pousse la population à l'exode. Le point sur la situation avec Nelly Bessa. Pays frontalier du Mali et du Niger, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Attaques et enlèvements sont fréquemment perpétrés, notamment dans le nord, contre des représentants de l'État. Un état de fait qui a contribué à la détérioration de la situation sécuritaire. En 2018, la région de l'Est devient aussi la cible d'attaques régulières. Au moment où le pays s'apprête aux élections générales du 22 novembre 2020, la question sécuritaire demeure une priorité pour ces scrutins. Le défi est à la fois militaire et civil. Militaire parce qu'il appartient donc à ceux qui ont les armes de pouvoir produire la sécurité pour que les gens puissent voter normalement. Mais civil également parce qu'il faut arriver à convaincre les populations qu'elles peuvent aller choisir leur candidat sans être menacées, sans être victimes donc d'attentats. C'est de faire en sorte que les villages dans lesquels l'enrôlement a eu lieu, que les élections puissent maintenant donc se tenir. Avec les attaques terroristes à répétition, la question sécuritaire reste un des points sensibles du gouvernement. Selon les experts, les conséquences de l'insécurité ont poussé plus d'1 million de Burkinabés à fuir leur foyer. Des attaques djihadistes parfois entremêlées à des conflits intercommunautaires dans le pays ont fait, selon les observateurs, au moins 1000 décès depuis 2015. Toutefois, des avancées ont été menées dans la lutte contre le terrorisme sur le terrain et l'administration a commencé à regagner les positions qu'elle avait abandonnées. Au Burkina, je crois que nous sommes dans une pente dynamique et intéressante. On a eu l'impression au départ des actes terroristes que les forces de défense étaient surprises par le mode opératoire de ceux qui les attaquent. On a aujourd'hui donc un semblant d'adaptation au niveau des forces de défense et de sécurité qui fait qu'ils arrivent de plus en plus donc à contenir ce qui se passe. Des villages qui étaient désertés ont commencé donc à être repeuplés. Donc il y a une dynamique donc de reconquête des territoires. Se défaire de l'insécurité, c'est un travail de longue haleine. Le 22 novembre 2020, plus de 6 millions d'électeurs du Burkina Faso seront appelés à élire leur président. Le chef de l'État sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, est candidat à un deuxième mandat de 5 ans. Il s'opposera au chef de l'opposition, Zéphirin Diabré, de l'Union pour le progrès et le changement, mais aussi à l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo, ainsi qu'au candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo. Le 31 octobre 2020, un peu plus de 7 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Si on attend encore les chiffres officiels concernant le taux de participation, pour beaucoup, participer à ce vote était une première. En effet, environ 9000 électeurs étaient de nouveaux majeurs, comme nous allons le voir dans ce reportage réalisé à Daloa, à l'ouest du pays, par notre correspondant Olive Adjakotan. Le sourire, le stress, la peur, l'angoisse et la curiosité se lisaient dans les attitudes de certains nouveaux majeurs à Daloa, troisième ville de la Côte d'Ivoire dans le centre-ouest. Nous en avons rencontré une vingtaine dans ce centre de 536 électeurs que nomment Ami, Kader, Fatim, Alassane, Djenali ont fait ainsi leur première expérience du vote le 31 octobre 2020. C'est ma première fois, donc le stress est énorme. Je suis soulagée et puis je suis libre. Je suis libre enfin. Le stress, j'ai pu tenir, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, ça n'a pas été facile. Ce vote, c'est quelque chose de très important. Ça me permet d'exprimer ce que je ressens, ce que je pense pour le futur de mon pays. Je voulais découvrir, je voulais venir voir ce qui se passe. Au début, il y avait la peur au vote, mais maintenant, ça va. La présidentielle du 31 octobre 2020 se déroule dans une atmosphère particulière avec 67 incidents enregistrés à la mi-journée selon la Commission nationale des droits de l'homme. Une atmosphère qui n'entame pas l'espoir de certains nouveaux électeurs. Dieu est au contrôle de tout. Donc mettez tout dans la main de Dieu.
que le meilleur gagne. À tous mes amis nouveaux majeurs, je les exhorte à sortir massivement pour venir voter parce qu'il n'y a rien de stressant ici et que tout se passe bien. Sur les 7,5 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire en 2020, 907 305 sont de nouveaux majeurs. Le pays compte quant à lui 25 millions d'habitants. Direction le Tchad à présent, où la deuxième édition du Forum national inclusif s'est clôturée ce dimanche 1er novembre à N'Djamena. Forum lors duquel de nouvelles réformes ont été validées, notamment la création d'un poste de vice-président. Notons cependant que la rencontre a été boycottée par une partie de l'opposition, des principaux syndicats et associations de défense des droits de l'homme. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Ebessa. Au Tchad, à l'issue de la deuxième journée des assises du deuxième Forum national inclusif, les participants ont recommandé la création d'un poste de vice-président de la République pour suppléer le chef de l'État dans ses fonctions. Une résolution approuvée après un débat houleux qui a duré presque toute la journée. Certains participants issus de l'opposition et de la société civile continuent de contester la nécessité de cette réforme institutionnelle. La création du poste d'un vice-président risque donc de remettre en cause la démocratie parce que si le président de la République est élu au suffrage universel, s'il est indisponible alors qu'il doit être donc suppléé, ils vont dire que c'est le vice-président qui va assurer l'intérim du président alors que lui n'est pas élu. Dans l'état actuel des choses, si en cas de vacance de poste, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et nous savons que l'Assemblée nationale est issue du peuple au même titre que le président de la République et cela est logique par rapport au parallélisme. Autre réforme institutionnelle qui a fait l'objet de débats sans issue aux assises, c'est notamment la loi portant création, attribution et fonctionnement de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, instituée en 2018. Les organisations des médias et des journalistes, à l'unanimité, ont recommandé la révision de cette loi qui donne plus de pouvoir aux régulateurs qui se trouvent être à la fois juges et parties. Puisque nous avons constaté ces derniers temps des cas de bavures, d'harcèlement, d'arrestation, c'est que, bien sûr, les journalistes, c'est que nous avons jugé anormal dans un pays démocratique, puisqu'il n'y a pas une démocratie sans la liberté de la presse, il n'y a pas une liberté de la presse sans des journalistes protégés et sécurisés. Pendant la période de Covid-19, les journalistes ont travaillé dans des conditions très difficiles. Nous sommes allés libérer un bon nombre de journalistes arrêtés dans les différents commissariats de N'Djamena. Pour des causes banales pour nous et bizarres parfois. Une partie de l'opposition estime qu'il faut rétablir le poste de Premier ministre supprimé en 2018 pour que ce dernier rende compte de l'exécution du programme politique du président de la République devant l'Assemblée nationale. Mais les partis de la majorité pensent que la primature est une institution budgétivore qui alourdit l'action gouvernementale. 5 200 milliards de francs CFA, c'est la somme que le gouvernement nigérien entend débloquer dans le cadre du financement des travaux de la phase d'exploitation du pétrole au Niger et de la réalisation du pipeline Niger-Bénin. Objectif, multiplier par 5 la production actuelle qui est de 20 000 barils par jour pour atteindre 100 000 barils par jour d'ici 2021. Marie Tolo nous en dit plus. 52 milliards de francs CFA ont été débloqués par le gouvernement nigérien afin de booster la production nationale de pétrole dont la production est actuellement évaluée à 20 000 barils par jour. L'objectif étant d'arriver à une production de 100 000 barils de pétrole par jour en 2021. Les travaux de développement nécessaires à la mise en production portent sur la réalisation de 345 nouveaux forages et la construction des installations de surface, entre autres.
Le Niger ayant débloqué jusqu'à 5200 milliards de francs CFA pour booster la production du pétrole de l'or noir, qui, rappelons-le, fait partie de ces produits d'exportation il n'y a pas très longtemps, n'a pas très mal réagi parce qu'en fait la conjoncture, quoique défavorable pour ce qui est du marché de l'or noir à l'international depuis 2016, ne va pas rester dans cette phase déclinante, dans cette conjoncture défavorable. Je suis convaincu que dans un avenir relativement bref, ce marché pourra connaître une embellie parce que quoi qu'on dise, nous sommes toujours restés jusqu'ici une économie pétrolière. L'économie mondiale est fortement subordonnée à la consommation du pétrole. Cependant, d'après certains experts, l'objectif d'accroître la production de pétrole ne sera pas évident et vite perceptible au vu des difficultés techniques auxquelles le pays fait encore face. Le Niger fait face à deux grandes difficultés. La première difficulté est d'ordre sécuritaire. Les champs pétrolifères qui sont essaimés par les groupes irrédentistes et terroristes ne permettent donc pas justement à cette insécurité, ne permet pas au pouvoir public nigérien d'exploiter sereinement le pétrole. Et la deuxième difficulté tient de ce que le pétrole est produit onshore sur le continent. Donc la voie d'accès à la mer n'est pas à portée de main pour le Niger. Il faut parcourir au moins 1000, 2000 voire 3000, sinon plus de 3000 km pour pouvoir avoir accès au terminal qui se trouve au Cameroun, notamment à Kribi, avant d'évacuer son pétrole. Par ce canal, donc, comme vous louez l'infrastructure de transit de ce pétrole, vous payez les frais de transit qui finissent donc par minorer les recettes espérées de la vente de ce pétrole à l'international. Les travaux d'exploitation du pétrole national ont été confiés à la Chine National Petroleum Corporation. Rappelons que le Niger est producteur de pétrole depuis 2011. Au Ghana, le gouvernement poursuit la mise en place des politiques respectueuses de l'environnement. Le pays vient de mettre sur pied un projet visant à réduire les effets du changement climatique, financé à hauteur de 20 millions d'euros. Le projet Green s'étendra sur 4 ans et couvrira 10 districts. Les précisions avec Joël Ballot. Le gouvernement ghanéen finance un projet écologique. 20 millions d'euros seront ainsi alloués au ministère de la Gouvernance locale et du développement rural pour pallier aux effets des changements climatiques. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du projet Boosting Green Employment and Enterprise Opportunities, qui va durer 4 ans et couvrira 10 districts du pays. L'objectif du projet Green est de réduire l'immigration clandestine en générant des emplois locaux et en diversifiant les opportunités d'entrepreneuriat pour les migrants. Cette initiative de l'État du Ghana entre dans le cadre de l'impact des changements climatiques dans les différents districts. Ce programme permettra non seulement de réduire les émissions de carbone, mais aussi d'optimiser l'accès à l'eau potable, à l'alimentation et aux services sanitaires. Cette initiative va également augmenter les capacités économiques des femmes et des jeunes au Ghana. On va intégrer les jeunes pour pouvoir créer des emplois écologiques. Des emplois écologiques. Et lorsqu'on parle d'emplois écologiques, on voit par exemple le recyclage des déchets plastiques, la fabrication et la distribution des foyers écologiques ou alors la production du compost et autres dans certaines villes comme la ville d'Ashanti et la ville de Western, autant pour moi. L'engagement du Ghana dans la lutte contre le changement climatique est une priorité nationale. En juillet 2020, le pays a élaboré son plan d'action d'adaptation pour réduire la vulnérabilité du pays aux impacts négatifs du changement climatique. L'actualité culturelle pour clôturer avec le festival Écran Noir qui s'est finalement ouvert ce 1er novembre 2020 à Yaoundé au Cameroun. Il devait initialement se dérouler du 11 au 18 juillet de cette année. Le festival organisé en dépit de la pandémie du coronavirus se déroule sous forme présentielle dans le strict respect des mesures barrières. Nous faisons le point avec notre correspondante Nelly Bessa. Ce 1er novembre 2020 s'est ouvert la 24e édition du festival Écran Noir au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. L'événement qui était initialement prévu du 11 au 18 juillet 2020 a été reporté à cette période de novembre en raison de la Covid-19.
Lieu de rencontre entre les talents du cinéma d'Afrique, les professionnels du cinéma, mais également les fans du 7e art, l'édition 2020 donne à voir des partages multiformes. Pendant 10 jours, l'événement offrira à son public un large choix d'activités accessibles à tous les âges et catégories sociales. Des projections en salle jusqu'au 6 novembre, de 9h à 21h, des animations au village du festival, des formations jusqu'au 5 novembre, des journées de cinéma camerounais, les concours d'écriture de scénarios, mais aussi des colloques autour du cinéma. Nous avons été obligés de reporter le festival au mois de novembre, période pendant laquelle les enfants ont commencé l'école. Donc nous n'avons pas pu faire la formation cette année justement à cause de cela. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes enfants tous les jours pour pouvoir les former. Raison pour laquelle cette année, l'innovation, c'est seulement que nous faisons la projection des films, les échanges et les animations uniquement. La sélection officielle de cette 24e édition regroupe des films de diverses catégories. Un accent particulier sera mis sur la production et la coproduction cinématographique en Afrique centrale. Le traditionnel cocktail intellectuel sera également au menu des écrans noirs 2020 à travers le colloque international. Le thème retenu pour cette édition est Crise du cinéma, cinéma en crise, la Covid-19 et les opportunités de réinventer le cinéma africain. Tout a bien démarré, la foule est là pour voir les meilleurs films. Tout à l'heure j'ai vu un film, qualité parfaite. Il faudra saluer l'effort des organisateurs de ce festival parce que malgré la pandémie, ils ont fait quand même un effort de répondre à ce programme-là qui pour moi est un festival de référence au Cameroun. L'événement, qui s'achèvera le 7 novembre 2020 par une soirée de clôture au Palais des Congrès de Yaoundé, aura pour challenge l'organisation d'un festival numérique et la création d'une personnalité numérique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.